Mais effectivement, les Juifs américains sont des citoyens américains, donc, et en plus, ils sont assez patriotes. Donc, c'est vrai que c'était pour eux... Pour eux, c'était un boulet, un véritable boulet. Un véritable boulet, parce que le... Eh bien, il est 8h39 sur Studio Kalita. Nous poursuivons notre heure d'actualité après la revue de la presse et des médias israéliens consacrée en grande partie, on l'a vu, à la libération de Jonathan Pollard. Eh bien, nous allons parler de ce sujet avec notre ami Shraga Bloom. Shraga, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Shavua Tov. Shavua Tov. Merci d'être dans notre studio. Ce sera désormais un rendez-vous hebdomadaire, ici, chaque dimanche matin, en deuxième partie de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Nous allons essayer de commenter l'événement de l'actualité ou même des aspects divers de la société israélienne, des crises ou des tensions qui peuvent régner dans la société israélienne. Il n'en manque pas malheureusement. Mais ce matin, nous allons effectivement donc nous focaliser sur l'annonce de la libération de Jonathan Pollard. Jonathan Pollard qui a passé 30 années en détention dans un pénitencier américain sans aucun jour de réduction de peine. Et puis 5 années de liberté surveillée, également sans aucune journée de réduction de peine, puisque c'était aussi une peine pour lui. 35 ans de sa vie, Jonathan Pollard qui a quasiment près de 70 ans. Alors, je voudrais qu'avec vous, nous revenions un peu sur cette affaire qui a terriblement marqué les relations entre Israël et les États-Unis, et je dirais même entre Israël et la communauté juive américaine. Ouais. D'abord, il ne faut pas oublier un chiffre assez impressionnant. On ne s'en rend pas toujours compte, c'est que l'affaire Pollard, depuis le début, s'est déroulée sur la présidence de 5 présidences américaines, dont des présidences doubles. Mm-hmm. Donc ça a commencé sous Reagan et ça continue. Donc c'est vraiment une affaire qui s'achève maintenant et qui a commencé il y a très très longtemps, et avec beaucoup de rebondissements, beaucoup aussi de choses que l'on ignore encore, qu'on n'en prendra peut-être jamais, parce que, oui, comme on dit en ivrite, c'est parfois Rov Anistar la niglé, que ce qui est caché est parfois plus important que ce qu'on sait, même si ce qu'on sait est assez... Alors, on va revenir sur peut-être certains points précis de cette... Il y a 35 ans presque jour pour jour. Le 21 novembre 1985, Jonathan Pollard était arrêté par le FBI à l'entrée de l'ambassade d'Israël à Washington. Il se sentait traqué par le FBI, il savait qu'il avait été découvert, et là, normalement, la logique aurait voulu qu'Israël, qui a bénéficié de ses services pendant plusieurs années, eh bien, le couvre et l'accueille dans l'ambassade. Mais... Bon, c'est ce qu'on appelle parfois la raison d'État, et aussi, je pense, la volonté du gouvernement israélien de l'époque de ne pas aggraver encore cette situation, parce que donner asile à quelqu'un qui est soupçonné d'espionnage au profit même d'une puissance alliée, l'accueillir et lui donner... De toute façon, il n'aurait pas pu rester ad vitam aeternam dans l'ambassade, donc à un moment donné, il serait sorti. Et c'est vrai qu'on a reproché souvent à Rafi Eitan, il n'est plus là pour répondre, voilà, à Rafi Eitan ou même à Eliakim Rubinstein, qui lui est toujours là aussi, pour... Et puis Shimon Peres, qui était Premier ministre, de l'avoir lâché. Mais en fait, c'était une situation très, très délicate. Hein. Parce que justement, c'est dire... c'était un statut. Jonathan Pollard avait certes espionné pour Israël, mais avec un supérieur qui était dans une branche comme c'était Rafi Eitan, qui n'était pas dans le Mossad, hein, parce qu'on pensait que c'était du Mossad, mais ce n'était pas tout à fait du Mossad. Ça s'appelait le LACAM, je crois. Voilà, c'était une branche qui était séparée, qui était mi-secret, disons. Voilà, c'était officieux. Voilà. Alors on dit qu'à l'époque, Yitzhak Shamir était contre, mais il savait, il laissait faire. C'est très délicat parce que quand il s'agit d'espionnage au profit d'une puissance ennemie. Oui, d'ailleurs, même dans la condamnation dans le chef d'accusation de Jonathan Pollard, c'était espionnage au profit sans intention de nuire aux États-Unis. Ouais. Et pourtant, ça a pris des proportions énormes. Alors pourquoi ça a pris des proportions énormes ? Mais parce que d'abord, on a parlé d'un homme qui s'appelle Caspar Weinberger, qui était le secrétaire d'État américain à la Défense. Alors lui, à l'époque, il a chargé à fond parce qu'au début, on pensait que c'était uniquement des informations qui concernaient Israël. Après le rapport de Caspar Weinberger, on avait l'impression que Jonathan Pollard avait livré des secrets d'État aux Russes qui était arrivé aux soviétiques. Ça n'a jamais été prouvé. Oui, ça a été démenti, ça n'a jamais été prouvé. Mais bon, quand il y a quelqu'un qui tombe qui est découvert, à ce moment-là, on en profite peut-être. Et il devait y avoir un compromis, un accord de compromis qui a été rompu par Caspar Weinberger, qui a voulu charger au maximum. Voilà.
C'est ça, Et le c'est témoignage de Caspar Weinberger a plongé, on va dire, Jonathan Pollard dans cette réclusion à perpétuité. Vraiment, vraiment. Mais bon, disons que ça a vraiment empoisonné les relations entre les États-Unis et Israël, parce que finalement, c'est deux pays qui sont les plus grands alliés qui existent, et de savoir qu'on est ainsi, entre guillemets, trahi, ça peut avoir des conséquences même dans on va l'opinion rester publique. encore un mot là-dessus, sur ces relations. Ça veut dire que il n'y a pas d'espionnage depuis Pollard entre Israël et les États-Unis ? Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas. Je pense que l'État d'Israël, comme on dit, s'est brûlé les ailes à ce moment-là. Je pense qu'ils ont pris des dispositions de dire qu'il n'y a jamais d'espionnage. D'ailleurs, les Américains sont un peu mal placés pour parler de ça, parce que vous vous rappelez qu'à l'époque d'Obama, on avait appris que les États-Unis espionnaient en Allemagne, espionnaient en France, espionnaient dans les pays alliés. Donc, je ne dis pas c'est de bonne guerre, mais c'est vrai que je pense que si les Israéliens ont continué, ça s'est fait de manière peut-être beaucoup plus discrète, parce que ça serait très grave d'arriver de nouveau à une affaire genre affaire Pollard, parce que ça a vraiment eu des implications très très... Alors, oui. Par contre, il y a eu une fracture avec la communauté juive américaine. Hein, oui. Parce que si beaucoup d'Israéliens considèrent que Jonathan Pollard est un héros, et bien pour les juifs américains, bien c'est un traître. Voilà. Donc qui a mis en danger ce fameux, c'est-à-dire qui a remis en cause, on va dire, cette loyauté des juifs américains. La fameuse accusation de double allégeance. C'est vrai que sur ce point-là, je voudrais quand même dire que c'est parfois un peu gênant. Je comprends que le comité de libération en Israël, on est pressé qu'ils reviennent. On a pris la défense de Jonathan Pollard pendant 35 ans, mais c'est aussi difficile de prendre la défense de quelqu'un qui, objectivement, a trahi le pays dont il était citoyen, même si c'était pour des causes qu'on peut considérer comme positives, parce que Jonathan Pollard a dit, je crois qu'il avait dit une fois, je préfère pourrir en prison plutôt que de faire Shiva sur des millions d'Israéliens. C'est-à-dire, apparemment, les informations qu'il a données ont permis aux Israéliens de faire certaines opérations à Tunis, par exemple, ou ailleurs, qui étaient nécessaires et que peut-être les Américains n'ont pas voulu livrer, alors qu'il y avait un accord qui stipulait que les États-Unis sont obligés de donner toute information qui aiderait la sécurité d'Israël. Mais effectivement, les Juifs américains sont des citoyens américains, donc, et en plus, ils sont assez patriotes. Donc, c'est vrai que c'était pour eux... Pour eux, c'était un boulet, un véritable boulet. Un véritable boulet, parce que le juif américain, il a contact au travail, dans la rue, avec les Américains non-juifs, et qui vont se dire, alors c'est ça, notre amitié, on vous aide, et vous nous plantez un couteau dans le dos. Surtout qu'à l'époque, on pensait qu'il avait livré des informations aussi qui pourraient faire du tort aux États-Unis. Et on connaît le patriotisme américain qui est compréhensible. Et donc, cette fameuse accusation de double allégeance, c'était facile après de jouer là-dessus. Alors, il y a eu une espèce de déséquilibre entre le soutien absolu en Israël à Jonathan Pollard. Il est vrai que... Attendez, justement, à propos du soutien absolu de Jonathan Pollard, il n'a pas été immédiat, le soutien de l'État d'Israël. C'est-à-dire ça a mis de nombreuses années 13 ans avant que l'État d'Israël ne reconnaisse Jonathan Pollard, ne lui accorde la nationalité israélienne. Je parle de la population. Hein, alors oui, la population, c'est vrai. Au niveau des autorités. Voilà, au niveau des autorités, je crois que c'est Benjamin Netanyahou qui l'a reconnu en 98, donc ça fait 13 ans après. Lors de son premier mandat. Voilà, du premier mandat. C'est long, 13 ans, pour reconnaître une chose pareille. Et donc, c'est vrai que pour la population juive américaine, alors c'est vrai qu'on a affirmé que la gravité de la peine était une espèce de volonté des autorités américaines de dire aux Juifs, sans leur dire, faites attention. aux Américains, faites attention, voilà ce qui va arriver. Que ça ne se reproduise pas. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a toujours cette tentation, elle est moins visible aujourd'hui, parce qu'on dit que les Juifs américains, maintenant, se détachent un peu plus d'Israël, mais à l'époque, peut-être de se dire... quelqu'un qui est dans ce poste-là pourrait tout à fait... Il y a une méfiance qui s'installe, c'est inévitable. Alors, est-ce qu'on peut dire, parce que vous parliez de Netanyahou, c'était au moment donc, de son premier mandat, Netanyahou, si je ne m'abuse, rappelez-moi, au moment des accords de White Plantation, avait fait figurer dans les accords de White Plantation une clause visant à libérer Jonathan Pollard, et finalement, Clinton avait pris l'engagement et il n'a pas tenu cet engagement. Mais je crois que ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs présidents qui se sont engagés, des premiers ministres israéliens qui ont demandé, Ariel Sharon, Benjamin Netanyahou. Je crois que même Obama, à une époque, était tenté, et Joe Biden, on parle de Joe Biden, avait dit il faudra passer sur mon cadavre avant de libérer Pollard. Il avait dit ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu des tentatives, parfois presque qui se sont achevées par une libération, une réduction de peine, et puis finalement, non. Alors, est-ce que... George Tenet de la CIA, par exemple, avait menacé de démissionner si Obama le graciait, en tout cas. Donc c'est vraiment, dans les services secrets américains, c'était très virulent.
Effectivement, je le disais, les dates coïncident, mais est-ce qu'on peut dire que, par exemple, dans la décision du ministère de la Justice de ne pas renouveler la liberté surveillée, ça aurait pu être aussi une décision par le ministère de la Justice, il y a peut-être l'empreinte de Donald Trump avant son départ ? Vous le disiez tout à l'heure dans la revue de presse que ce n'est pas le cas, mais on a du mal à imaginer qu'il n'y a pas eu une influence même non dite. Ouais. Peut-être que les autorités américaines se sont dit on va finir en beauté, comme on a vu d'autres. Parmi les gestes qui ont été réalisés ces derniers jours. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas y penser. Voilà, même si peut-être officiellement c'est n'a pas intervenu, mais c'est vrai qu'on va mettre ça dans le package des gestes que le gouvernement, l'administration Trump, qui apparemment va laisser la place, fait. Et puis vu l'âge de Jonathan Pollard et l'état de santé de sa femme, je pense que ça sera bien qu'il vienne en Israël. Mais c'est vrai que si j'étais citoyen américain et je me dis on va voir les milliers de gens qui vont accueillir en héros Jonathan Pollard, c'est vrai que ça peut choquer un petit peu parce qu'il a quand même fait, même si c'est il y a longtemps, quelque chose qui ne se fait pas, quoi. Et lui n'a jamais remis en cause son soutien à l'État d'Israël. Jonathan Pollard ? Oui. Non, au contraire, non, pas du tout. Non, c'est-à-dire, mais en dépit du fait qu'au début, par exemple, il n'a pas été soutenu par l'État d'Israël. Au début, d'une certaine manière, qu'il a été lâché, comme on l'a vu. Ouais. Il n'a jamais remis en cause. On peut dire qu'il est resté toujours un patriote sioniste, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est compréhensible à notre niveau, mais peut-être moins, même pour les Juifs américains, qui, on le voit, sont plus, et c'est un peu normal, intéressés par les intérêts des États-Unis que les intérêts d'Israël. Est-ce qu'elle laisse aujourd'hui, 35 ans après, encore des traces, cette affaire, aujourd'hui, dans les relations entre les deux pays ? Je pense que ça s'est quand même atténué. Je pense que ça va s'atténuer encore plus, mais c'est vrai que c'était tellement long, il y a eu tellement d'interventions et de demandes, etc., que ça sera quand même difficile de l'oublier totalement. Parce que vraiment... D'un autre côté, on peut dire que la peine a été disproportionnée par rapport à d'autres cas d'espionnage aux États-Unis où les espions étaient échangés contre d'autres espions. Ou bien, c'est vrai qu'il y en a qui ont même vu de l'antisémitisme dans l'acharnement à ne pas réduire la peine, même quand vous le disiez tout à l'heure, quand il était en cellule ou pendant 5 ans, même pendant ces conditions de libération qui étaient très dures, d'avoir c'était un véritable pénitentiaire. Après le pénitencier. Le bracelet de sécurité, l'ordinateur. Il devait rentrer avant la nuit à New York. Voilà, et puis son ordinateur, même celui de ses employeurs, quand il en avait, qui était totalement ouvert à la CIA, ou je sais pas. Donc c'était vraiment très difficile pour lui. Et je pense que ça laissera quand même, l'affaire Pollard laissera quand même des traces, même si on a vu après, les administrations américaines ont continué à aider Israël. Mais je ne sais pas si maintenant, en Amérique, un juif qui voudrait atteindre un poste dans un tel service, il pourrait être accepté. Ah oui, c'est à ce point. Ça veut dire que c'est possible qu'il y ait aujourd'hui, par exemple, dans les arcanes du Pentagone, par exemple, des difficultés, des freins à ce que des officiers... Je pense qu'il y aurait des contrôles avant, et je pense que peut-être le FBI serait beaucoup plus à l'écoute, aux deux sens du terme, de ce qui risque de passer, parce que vraiment, c'était à l'époque une grosse affaire. Et Jonathan Pollard, aujourd'hui, peut venir donc en Israël, et on l'a appris, bien entendu, sa femme est depuis plusieurs années, je crois, malade. Et elle suit un traitement qui l'oblige à rester encore. Qu'est-ce que pourra faire Jonathan Pollard lorsqu'il arrivera en Israël? Peut-être se reposer? Je pense. Bon, c'est un vœu de longue date, donc je pense qu'il va garder une vie discrète, j'imagine. Bon, il y aura peut-être des interviews au début, et après, je pense que ce qu'il va souhaiter, c'est de finir sa vie le plus longtemps possible, évidemment, de manière tranquille, en essayant que les choses s'apaisent, quoi. Eh bien, Shraga Blum, merci beaucoup d'être revenu avec nous sur cette affaire Jonathan Pollard qui, comme on le disait, a marqué, on va dire, les relations entre Israël et les États-Unis, les relations entre Israël et la communauté juive américaine. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc dimanche prochain à la même heure, au même endroit, avec un autre sujet. Ne manque pas, comme vous dites.